Bonjour chers élèves et bienvenue dans une vidéo une première. Une première pourquoi? Parce que je vais corriger un examen complet de concours de médecine en physique, chimie et maths. Bon, désolé, je ne connais pas SVT. Donc vous allez voir les trois matières en une seule vidéo et surtout, dans chaque cas, je vais vous donner un certain nombre d'astuces et un certain nombre de choses qu'il faut absolument connaître pour passer un concours. Et j'ai choisi un concours de la faculté de médecine d'Oujda, je crois 2018. Donc je vais commencer par les mathématiques. Question 1. On vous pose A égale à 1 plus cosinus pi sur 5, cosinus 2 pi sur 5 jusqu'à 9 pi sur 5 et B la somme des sinus. Et on vous propose Z égale à A plus IB est égal à quelle quantité? Voilà, il suffit de se rappeler que exponentielle et θ, c'est bien sûr cosinus θ plus I sinus θ. Ensuite, vous voyez bien que Z, le nombre complexe Z qui est égal à la quantité A plus IB, va se réduire tout simplement à 1 plus cosinus pi sur 5 plus sinus pi sur 5, ça va vous donner exponentielle I pi sur 5. En examen, il faut être rapide. Là, c'est 2 pi sur 5. Je vais mettre tout de suite exponentielle 9 i pi sur 5. Donc, vous voyez bien que 9 i pi sur 5, je peux l'écrire 1 plus le même terme, plus le exponentiel i pi sur 5 à la puissance combien? 9. Donc là, vous avez une suite géométrique de raison exponentielle i pi sur 5, 1 plus q plus q plus q puissance 9, c'est bien sûr 1 moins q à la puissance n plus 1, 9 plus 1 c'est 10, sur 1 moins q. Et là vous voyez tout simplement que q à la puissance 10, c'est exponentielle 10 i pi sur 5, et 10 sur 5 c'est 2 i pi. Et exponentielle 2 i pi c'est égal à 1, donc cette somme tout de suite égale à 0. Cochez la réponse A en 1 minute et on passe à la question suivante. Bien, donc là on vous dit soit la fonction numérique définie par f de x est égal à 2, donc je vais l'écrire ici pour mieux le voir, 2 ln, donc ça c'est f de x. Là vous allez essayer de travailler par élimination, x carré moins 2x plus 2. Bon, il y a certaines choses qu'on peut éliminer tout de suite, la limite en plus l'infini. Donc la limite de log de f de x, vous voyez bien c'est un polynôme, il tend vers plus l'infini, log de plus l'infini c'est plus l'infini. Quand x tend vers 0, c'est fini, c'est log de 2. Quand x tend vers 0, c'est 2 log de 2 et non pas log de 2, ça s'en va. Domaine de définition, là aussi rapide, il suffit de voir le signe de ce terme. Domaine de définition, il faut que ce terme soit supérieur strictement à 0. Donc je calcule delta rapidement, c'est combien? C'est b carré 4 moins 4ac moins 8, donc delta égale à négatif, donc il a le signe de A, donc celle-là il est défini partout dans R. Donc si delta est négatif, je rappelle d'une équation de deuxième degré, le signe c'est égal à celui de A, donc le signe de P de X, donc j'appelle cette quantité-là P de X, si vous voulez, P de X, donc signe P de X c'est le signe de A, donc cette quantité il est toujours positif, ça veut dire le domaine de définition c'est R. Donc là aussi, à éliminer. Donc il me reste deux choix. Donc là, c'est plus facile de calculer f de x sur x. Donc la limite, je n'ai pas la peine d'écrire dans le concours limite et tout ça, vous écrivez tout de suite f de x sur x. C'est égal à combien? C'est égal à ln 2 fois ln de x carré plus moins 2x plus 2 sur x. Donc là, vous avez... là on va établir première règle, donc vous voyez bien que le numérateur est tend vers l'infini, le dénominateur vers l'infini, j'ai de la forme l'infini sur l'infini. Donc là on va faire appel à première règle, c'est la règle de l'hôpital. Règle de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il vous dit cette règle? Si vous avez une limite qui est 0 sur 0, donc uniquement dans ces deux cas là, 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, la limite de f sur g, c'est la même chose que la limite de f' sur g'. Ici, ça encore est égal à 0 sur 0. Vous pouvez dériver une deuxième fois.
Donc là, si tout de suite j'écris la limite, c'est quoi la dérivée de log, bon je laisse tomber, de log de x carré, ça sera 2x moins 2 divisé par x carré moins 2x plus 2 divisé par la dérivée de x, c'est 1. Donc ça sera la dérivée de, ça sera la limite de ça, et bien sûr, ça tend vers 0, si tend vers l'infini. Donc f de x sur x, c'est bien 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier que effectivement f' n'est pas égal à ça. Bon, on peut si vous voulez le calculer, mais c'est juste une perte de temps. Donc, puisqu'on a déjà trouvé la bonne réponse, puisqu'on vous dit ici, vous avez une seule bonne réponse, mais juste pour vous assurer, je vais calculer f' de x. C'est quoi? C'est 2 fois log de f de x. C'est bien sûr f' 2x moins 2 sur x carré moins 2x plus 2. Je vais les mettre plus 1 plus 1. Vous allez voir pourquoi. Donc 2, je factorise par 2. 4 facteurs de x moins 1. Là, c'est x moins 1 au carré. X moins 1 au carré plus 1. Or, on me propose x moins 1 au carré. Plus 1 le tout au carré. Vous voyez, donc c'est pas la même chose. J'ai x plus 1 au carré, effectivement, plus 1, mais j'ai pas le tout au carré. Donc, c'est une mauvaise réponse. Bien. Maintenant, on va passer au calcul d'intégrale et on vous dit, voilà, i, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 5 exponentielle t fois cosinus de t d de t. Et là, vous avez j est égal à 5. L'intégrale de 0 à t exponentielle t sinus de t, d de t. Donc là, on me dit de trouver une relation entre i et j, ou bien trouver i et j. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas le choix, hein, on n'a pas vraiment trop le choix, on est obligé de déterminer i en fonction de j et trouver la valeur de i en fonction de j. Bon, là, vous n'avez pas le choix. Vous avez juste... donc là, on va m'écrire est égal à 5 fois i1 pour ne pas embarrasser avec ce 5 et 5 fois j1. Très bien. Si je veux calculer i1, donc là, vous n'avez pas le choix. Il faut faire une intégration par partie. Donc, je vais poser, bien sûr, i de x. Donc, l'intégrale de cosinus... Bien, donc on passe à la question 3, comme je disais. Donc voilà une question un peu difficile où il y a trop de calculs, mais je vais vous donner une méthode de calcul général, peut-être adaptée dans des exercices de ce type-là. D'abord, on va faire la méthode standard. Quand j'ai ce type de question, il faut penser bien sûr à l'intégration par partie. Et si vous avez exponentielle t, le plus simple, c'est d'opposer u de t, c'est exponentielle t, u', c'est exponentielle, bien sûr, et v de t, c'est cosinus de t, v', c'est moins 2 sinus, pour calculer i. Pour calculer j, on va faire l'inverse, on va poser juste v égale à sinus de t, même méthode. Maintenant, je vais laisser tomber le 5 et je calcule l'intégrale de exponentielle t cosinus de t. Donc, c'est u fois v, exponentielle fois cosinus, entre 0 et 1, plus 2 v', u' fois v, u' fois v, exponentielle t fois cosinus, fois sinus de t, donc u fois v', pardon, donc moins avec plus 2, voilà, et là, vous voyez tout simplement, c'est j1. Donc là, j'obtiens tout de suite, entre 0 et 1, c'est e cosinus 2 moins 1 est égal plus 2g1. Donc 2g1, je le ramène de l'autre côté. Ça va vous donner i moins 2g1 égale à e cosinus 2 moins 1. Voilà. Donc même méthode, exactement la même pour calculer g1. Donc g1, c'est toujours là aussi u fois v exponentielle t. Donc ça, c'est exponentielle t fois sinus de t entre 0 et 1 moins 2 fois la même chose. Vous allez trouver 2 fois i1. Voilà, après, bien sûr, je vérifie les relations qu'on me donne. Il n'y a aucune qui correspond. Donc, je suis obligé de calculer i ou j. Donc, pour calculer j, par exemple, je multiplie celle-là par 2 et je fais par élimination. Pour calculer j, voilà, comme ça, 2i moins 2i, ça s'en va. Il vous reste 2 fois 2 moins 4j moins j, c'est moins 5j, j1 plutôt, moins 5j1. Voilà, moins 5j1 est égal à moins 10e cosinus 2 moins 10 plus 10e sinus 2
Et 5G1 n'est autre que J. Et donc J, je divise tout ça par G1. 5G1, oui, 5G1, je divise le tout par 5. Pardon, là, j'ai multiplié le tout par 5. Hein, pour 5, remplacer 5G1 par J, 5I1 par I. Voilà, après, je fais le somme terme à terme, je divise par 5 et je trouve exactement la réponse C qui convient. Donc, vous voyez, c'est une question un peu longue, mais l'idée, c'est toujours ce type de question, c'est de faire l'intégration par partie. Donc, vous vérifiez si exactement la réponse, c'est la réponse C. Donc, c'est la réponse C. Maintenant, je vous donne une méthode générale pour calculer ce type d'intégrale. Bon, pour calculer ce type d'intégrale, en général, si vous voulez calculer l'intégrale de exponentielle ax unis, ou bien la même chose, si vous avez une fonction g de x égale exponentielle ax fois cosinus, cette fois-ci bx, l'idée c'est, on sait que la primitive de cette fonction va être toujours de la forme exponentielle ax avec une combinaison linéaire de cosinus et sinus. Alpha cosinus b fois x plus delta sinus b fois x. Voilà, je suis sûr que la primitive va être de cette forme. Qu'est-ce qu'il reste à déterminer? Alpha, bêta. Parce que b est donné par la fonction. Par exemple, je vais calculer exponentielle t sinus de t. Je sais que a est égal à 1, b égale à 2. Donc, il vous reste juste à déterminer alpha et bêta. Eh bien, la méthode, c'est de dériver cette fonction. Et bien sûr, la dérivée de celle-là doit être égale à f de x. Et par analogie, on va déduire alpha et bêta. Voilà, je dérive cette fonction, c'est exponentielle à x, c'est a exponentielle à x fois la fonction, plus exponentielle à x fois la dérivée de ça. Ensuite, je mets exponentielle à x en facteur, je factorise par cosinus, puis par sinus. Tout ça doit être égal à f de x. Dans notre cas, f de x, c'est exponentielle t sinus de t, ça veut dire a égale à 1, b égale à 2. Donc, je remplace dans cette expression a égale à 1 et b par 2, et je trouve cette expression-là. Très bien. Donc maintenant, par analogie avec la fonction que j'ai, hein, donc j'ai moi f de x, la primitive, j'ai élu comme exponentielle t sinus de t, donc ça veut dire ce terme va être égal à 0 et ce terme va être égal à 1. Donc je remplace alpha plus 2 delta par 0 et delta moins 2 alpha par 1 et je trouve alpha égal à moins 2 cinquièmes, delta égal à 1 cinquième. Voilà, donc je détermine la primitive. Donc je connais la primitive de cette fonction, doit être obligatoirement exponentielle x alpha cosinus 2x plus delta sinus 2x. Avec alpha, c'est moins 2 cinquièmes et delta. Maintenant, je remplace uniquement entre 0 et 1. L'intégrale, c'est entre 0 et 1. Et voilà, je retrouve facilement cette expression-là qui n'est autre que, bien sûr, je multiplie par 5 parce que là, si j'ai calculé uniquement l'intégrale de exponentielle t sinus de t d de t, or j c'est 5 fois, donc je multiplie par 5 et vous voyez que je retrouve facilement la réponse. Donc cette deuxième méthode, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûre. Donc je répète, chaque fois que vous avez l'intégrale, hein, bon, l'essentiel c'est de trouver, on ne vous demande pas la manière, mais si vous connaissez la méthode, chaque fois que vous avez l'intégrale de exponentielle à x, vous êtes sûr que ça sera sous cette forme, fois bx, fois sinus bx, ou bien exponentielle à x, cosinus bx. Donc voilà pour cet exercice un peu difficile. Bien. Question suivante. Sur moi, j'essaie de répondre maintenant dans l'ordre chronologique, hein, mais normalement, quelqu'un d'entre vous doit sauter la question précédente parce qu'il y a beaucoup de calculs et passer à la suite et revenir à la fin, hein, parce qu'il y a d'autres questions plus rapides. Par exemple, celle-là, c'est f est défini en un point. Hein, par exemple, vous avez f de x est égal à 0. Il est défini en f de 1 égale à 0. C'est une fonction qui est définie en 1. Vous voyez bien que 1 sur f, est-ce qu'il est défini en 1 bien sûr, 1 sur 0 n'est pas défini. Donc tout de suite, là, je barre celle-là et je continue. Bien. Là, c'est un exercice sur les nombres complexes. Donc, toujours dans les exercices du nombre complexe, je vous conseille de faire un schéma. Ça aide énormément. Donc, sur l'axe repère X et Y, je vais placer les points qu'on me donne. Z égale à A. Voilà, le point A se trouve sur l'axe des abscisses B, abscisse moins 1 demi, Y racine de 3 sur 2. Voilà le point B.
C, c'est le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses, voilà son symétrique. Ça veut dire que j'ai cette distance est égale à celle-là. Donc c'est racine de 3 sur 2, et là aussi c'est racine de 3 sur 2. Donc vous voyez, rien que pour le schéma, je peux dire que le module de BC, c'est racine de 3. Parce que ici vous avez racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, je peux, bien sûr, et puis la fixe de ZC, c'est bien sûr négatif, les deux sont négatifs, donc tout de suite celle-là est éliminée, celle-là est éliminée. Donc il me reste juste le choix entre le module de ZB moins ZA et la nature du triangle. Pour s'assurer de la nature du triangle, je vais calculer la distance AB, qui est le module de ZB moins ZA. Donc vous calculez ZB moins ZA, moins 1 demi, moins 1, moins 3 demi. La racine carrée, c'est 9 quarts plus 3 quarts, c'est 12 sur 4. Et 12 sur 4, c'est 4 racines de 3. Donc, c'est exactement le module de BC. Et bien sûr, BA égale à BC, parce qu'ils sont symétriques. Donc, la réponse, c'est équilatérale. Elle est isocèle, mais elle est plus équilatérale, puisqu'on nous demande juste un seul choix. Je vais répondre la réponse B. Encore une question relativement facile. Donc là, vous voyez la limite plus l'infini. Donc, je calcule tout de suite la limite lorsque nx tend vers plus l'infini de cette fonction-là, nx exponentielle moins nx. Bon, là, il suffit de l'écrire, exponentielle n tend vers plus l'infini. Bien sûr, si je remplace, je trouve 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini, je ne peux pas utiliser la règle de l'hôpital. De toute façon, je n'ai pas f sur g. Donc, je dois écrire ça d'une autre manière. Nx exponentielle nx. Or, je sais que la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X, lorsque grand X tend vers l'infini, c'est égal à l'infini, l'exponentielle n'importe. Ça, c'est l'inverse de ça. Donc, l'inverse de l'infini, c'est 0. Donc, tout de suite, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me reste? F' ou bien ça. Bon, je calcule F', c'est très facile. F' de X, c'est quoi? C'est N. Je laisse toujours l'exponentielle. Ensuite, la dérivée de l'exponentielle, c'est moins N. Donc, moins N au carré X, exponentielle, moins NX. Je factorise par n, facteur de 1 moins nx, exponentielle moins nx. Je compare, vous voyez, c'est la même chose, mais avec un signe moins. Donc, bien sûr, là, ici, puisque ça ne colle pas, la bonne réponse, c'est que aucune réponse n'est correcte. On continue, on prend les mêmes, donc même question, même données. On prend toujours les mêmes données. Question précédente, on vous dit la courbe Cn admet l'asymptote d'équation y égale à 1, y égale à e. Mais comme la limite en plus ou moins l'infini c'est 0, donc aucune réponse n'est correcte. Fn admet un maximum en un point. Donc là, pour chercher le maximum, je cherche f' de x, on l'a déjà calculé. Quand est-ce qu'elle s'annule? En 0 et au 1 sur n, donc x doit être égal à 0, donc tout de suite à éliminer, il ne peut pas avoir x, il ne peut pas avoir 1 sur e, là aussi, il peut être x égale à 1 sur n, là c'est 1 sur e non, là c'est 1 sur e non. Donc il reste juste la réponse D, vous pouvez l'encadrer, mais on peut s'assurer. Pour s'assurer que f admet un maximum en un point 1 sur n, 1 sur e, on va faire rapidement un tableau d'avancement. Donc la fonction moins l'infini plus l'infini, la dérivée c'est x qui est négatif, positif, positif. Ensuite 1 moins nx, bien sûr. Là le signe de a c'est positif, le signe de moins a c'est positif ici, faites attention ici, positif. Nul en 1 sur n. 1 sur n, voilà négatif, puis la dérivée, moins plus, ça donne moins, plus, moins. Donc la fonction décroissante, croissante, décroissante. Donc vous voyez bien que en 0, il possède un minimum, alors qu'en 1 sur n, il possède un maximum. Effectivement, il possède un maximum, il reste juste à s'assurer que f de 1 sur n, c'est 1 sur e, très facile. 1 sur n, ça vous donne 1 exponentielle moins 1, ça vous donne 1 sur e, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Eh bien, on continue toujours. Bien, on continue toujours avec les mêmes données. On vous dit les deux courbes se coupent en P e carré, Q log de 4, ou bien ne se coupent pas, ou bien se coupent en P carré. Donc là, il faut réunir les propositions qui ont la même solution. Donc A, C, ils ont la même solution. Donc je vais commencer d'abord par répondre à la question AC. Ça veut dire que je vais chercher là où les deux courbes se rencontrent. Très facile. Pour chercher là où se rencontrent deux courbes, vous faites juste la résolution de l'équation F1 égale à F2.
Donc là, ça va donner l'équation simple. Ça va donner x égale à 0 ou bien x égale à log de 2. 0 n'apparaît pas. 0 n'apparaît pas. Donc tout de suite, j'élimine A et E et j'élimine C parce qu'ils se rencontrent au moins en 2 points. Ils se rencontrent en 2 points, pas en moins. En 0, x égale à 0, x égale à log de 2. Bien. Maintenant, dans quel intervalle C2 il est au-dessus de C1? Pour comparer la position de deux courbes, je fais la différence F1 moins F2 et j'utilise le signe de ce terme. Donc là aussi, exponentiellement x il est positif, je l'oublie, j'utilise le signe de x facteur de 1 moins 2 exponentiellement x. Donc x ici, c'est négatif, positif, en 0. Là, il s'annule au log de 2, donc ici positif pour x inférieur au log de 2, négatif. Le produit est négatif, positif, négatif. Donc vous voyez bien que la courbe de 1 se trouve au-dessous de 2, c'est-à-dire la différence est négative, ou bien C2 au-dessous de C1, en dessous de C1. Oui, je cherche, j'ai fait F1 moins F2. Donc F1 moins F2, il est négatif ici, ça veut dire F1 est supérieur à F2. Donc, puisque j'ai F1 moins F2, donc ici F1 moins F2 est positif, c'est-à-dire entre 0 et log de 2, C1 est en dessous et au-dessus de C2, c'est-à-dire C2 est en dessous de C1. Donc, on va choisir l'intervalle. Donc, dans quel cas C2 est en dessous de C1, ça veut dire C2 moins C1 est positif, et C2 moins C1 est positif, ça veut dire C1 moins C2 est négatif, et C1 moins C2 est négatif dans cet intervalle-là. Donc, dans l'intervalle log de 2 plus l'infini, donc la réponse, c'est la réponse B. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de faire toujours le tableau de variation, ça vous aide facilement à déterminer le signe. Enfin, ensuite je passe à la question 10. Là aussi je vais vous donner une autre astuce très intéressante, très utile. Pour vous voulez calculer l'aire, bien sûr, l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et log de 2, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à log de 2, t exponentielle moins t. Bon, bien sûr, la méthode classique, c'est de faire l'intégration par partie. Mais peut-être pas dans certains cas, mais dans d'autres cas, vous allez voir cette méthode que je vous propose, elle est beaucoup plus simple. Si vous avez une primitive qui est de la forme un polynôme de x fois une fonction fois exponentielle a de x, la primitive de cette fonction-là, c'est toujours un polynôme q de x exponentielle a de x avec q de x, un polynôme de même degré que p de x. J'ai ici t, c'est un degré polynôme de degré 1, donc je suis sûr que la primitive de cette fonction, ce sera exponentielle moins t facteur de a de t plus p. Il suffit juste de trouver a et b. Pour trouver a et b, on dérive, comme tout à l'heure, je dérive cette fonction, c'est exponentielle moins t facteur de moins a de t moins b, puis la dérivée de a de t plus b, c'est a. Je mets tout de suite exponentielle moins t en facteur, et tout ça doit être égal à la fonction f de x qui est t exponentielle moins t. Donc vous voyez bien que moins a est égal à moins a est égal à 1, donc a égale à moins 1, et moins b plus a égale à 0. Ça veut dire a égale b égale à moins 1. Donc je remplace ici tout de suite a par moins 1 et b par moins 1. Ça me donne moins exponentielle t facteur de t plus 1 entre 0 et log de 2. Calcul simple, ça vous donne 1 moins log de 2 sur 2. Vous voyez, ça ressemble à celui-là, mais pas avec le signe ne convient pas. Donc aucune réponse. Il faut choisir la réponse E. Donc voilà pour ce sujet de physique. Et on va passer bien sûr à la chimie. On nous dit on prépare 500 ml de solution aqueuse d'acide chlorhydrique en dissolvant 0,24 litres de HCl dans 500 ml d'eau. On a dans le volume molaire, le produit ionique de l'eau est 0,02, c'est 10 à la puissance moins 1,7. Quelle est la concentration molaire de la solution C? Bon, la concentration, bien sûr, c'est le nombre de moles divisé par le volume, et le nombre de moles, c'est C fois V. Donc, le nombre de moles, bien sûr, c'est le volume divisé par le volume molaire. Donc, je calcule d'abord le nombre de moles, puisque c'est un gaz, c'est 0,24 litres, divisé par le volume molaire, 24. Donc, ça me donne 24 10 moins 2, donc 10 moins 2 moles. 10 moins 2 moles. Donc, la concentration, c'est 10 moins 2 divisé par 0,5.
10 moins 2 divisé par 0,5, c'est-à-dire 10 moins 10 moins 2 divisé par 0,5, je multiplie, c'est 5, 10 moins 1, donc c'est 10 moins 1 divisé par 5, 1 cinquième c'est 0,2, 1 demi, 0,5 c'est 1 demi, donc ça vous donne 2 tout simplement, 10 moins 2 mol par litre, donc 2, 10 moins 2, non, on nous donne 10 moins 3. Bien, le pH de la solution, SE, donc je connais la concentration, donc je calcule le pH. Donc le pH c'est moins log de concentration de H3+, bien sûr, c'est moins log de 2, 10 moins 2, 2, 10 moins 2, parce que la concentration de l'acide c'est la concentration d'un acide fort, le pH c'est moins log de C, et log de 10, 10 moins 2 c'est exactement ça, donc là c'est 2, 10 moins 2, je sais que 2, 10 moins 2 c'est 10 à la puissance moins 1,7, donc c'est moins log 10 à la puissance moins 1,7 et ça me donne 1,7. J'arrête, la bonne réponse c'est la réponse B. Et bien sûr j'oublie les autres. Le pH varie bien sûr avec la dilution. Ici la concentration, on pouvait les calculer puisqu'on connaît la concentration de H3+. Maintenant on peut déterminer la concentration de H-. Et ça c'est pas vrai, c'est la concentration de Cl- est égale à la concentration de H3+. Donc la bonne réponse bien sûr c'est la réponse B. Maintenant, on nous dit, une solution aqueuse est constituée à partir de 10 ml de chacune des solutions. On vous donne la concentration de l'acide éthanoïque, que j'appelle AH. L'éthanoate de sodium, je l'appelle A-, la base conjuguée. Ici, l'acide benzoïque, je l'appelle BH. Et sa base conjuguée, je l'appelle B-. On me donne Ka1 de celui-là, Ka1, et de celui-là, Ka2. Et on me pose les questions. Le système évolue dans le sens de formation de l'acide benzoïque, c'est-à-dire je mélange l'acide éthanoïque plus la base conjuguée, bien sûr une réaction acide-base c'est toujours un acide plus la base conjuguée de l'autre, plus les benzoates de sodium, ça va donner l'acide A- plus BH. Pour savoir le sens de réaction, il faut d'abord calculer la constante d'équilibre. Et ça, c'est un mélange d'acide-base. Donc, c'est le rapport constante d'acidité de cet acide-là, Ka1 divisé par Ka2. Donc, ça me donne tout de suite Ka1, c'est 1,78 10 à la puissance moins 5 divisé par 6,31 10 à la puissance moins 5. Ça, c'est moins... Je ne vois pas exactement la valeur. C'est moins 5, oui. Bon, moins 5. Donc, ça me donne 17,8 divisé par 63. Donc, c'est 0,28. Ça, c'est la constante d'équilibre. Maintenant, pour chercher le sens de déplacement, il faut calculer le quotient de réaction à l'état initial. Donc, c'est la concentration de A-. Donc, c'est concentration de A- qui est C1 fois V1, puisque V1 c'est le même, donc je vais mettre juste les concentrations, c'est 10 C1 fois, non pardon, c'est la concentration de A-, ce sera l'éthanoate de sodium, donc c'est C2. Donc c'est C2, c'est 2, 10 moins 2, donc 2, 10 moins 2, multiplié par la concentration de l'acide benzoïque, c'est 10 moins 2, fois 10 moins 2, fois 10 moins 2, donc là c'est 2, 10 moins 2, divisé par la concentration de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire 1, fois le benzoate de sodium, c'est 2, 10 moins 2, 2, 10 moins 2. Et là, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 10 moins 2. 10 moins 2. Donc, vous voyez bien que 10 moins 2 est plus petit que I est inférieur à K. Donc, effectivement, la réaction va évoluer dans le sens 1. Et donc, on est tombé tout de suite sur la bonne réponse. Et on arrête, puisqu'il y a une seule bonne réponse. Par exemple, vérifiez facilement que celle-là est fausse. Vous dites la concentration initiale de l'acide benzoïque et, donc la concentration initiale c'est C1V1 sur le volume total. Le volume total c'est 4 fois V1. Donc ça vous donne C1 sur 4. Donc vous voyez bien, c'est pas de 10 moins 2. La même chose, le quotient de réaction c'est 0,1. On l'a déjà calculé, c'est pas 0,1. Constant d'équilibre c'est pas 10. On vient de le calculer, c'est 0,28. Bien.
à l'exercice suivant. L'exercice précédent, c'est sur les esters. Ça ne rentre pas dans le cadre pédagogique. Donc, je passe à la question 24. Lorsqu'une lame de zinc est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, elle est recouverte d'un solide rougeâtre. Ça veut dire la lame de zinc. Lorsqu'une lame de zinc, donc il va être, le cuivre va se déposer. Le cuivre va se déposer. Voilà. Ensuite, vous avez, bon, il est là. Donc, si on le met dans une, donc vous allez avoir un dépôt de cuivre. Tire à partir de ces deux informations, c'est que c'est le cuivre qui va se déposer. Donc, vous avez la réaction Cu2 plus 2 électrons va donner Cu solide. Et bien sûr, dans ce cas-là, Zn va donner Zn2 plus 2 électrons. Donc, oxydation, anode, réduction, cathode. Tout de suite, cathode. Vous pouvez ajouter cathode, la borne plus, la borne moins. Donc, le cuivre, la borne plus, avant de répondre aux questions, ça c'est la borne moins, et vous pouvez répondre. Il y a oxydation du zinc à la cathode, donc l'oxydation c'est à l'anode. Réduction à l'anode, non, oxydation à la réduction se fait à la cathode. L'électrode du compartiment 2 et la cathode, le compartiment 2 c'est celle-là, c'est l'anode, donc à répondre. Il y a oxydation du cuivre à l'anode, donc dans l'anode, il y a oxydation du zinc. Et A est le pôle positif de la pile, bien sûr, vous voyez A, c'est A, voilà, c'est ça, j'ai mis ici, voilà, c'est bien le pôle positif, donc la bonne réponse, c'est la réponse E. Donc, vous voyez, il suffit de déterminer la nature de la réaction et les questions, pas de problème. Donc, on prend les mêmes questions, la masse totale diminue, bien sûr, c'est faux, la masse totale, c'est une constante, il ne change pas. Le compartiment 2 se concentre, en ion Zn de plus. On revient au schéma. Compartiment 2, lequel c'est celui-là? Non, c'est en Zn de plus. Il va se concentrer en Zn de plus et non pas Ci de plus. C'est faux. La masse du cuivre reste constante. On a dit la masse se dépose. La concentration en Z2 de plus augmente avec le temps, oui, dans le compartiment 2. Donc la bonne réponse est la réponse D. Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique a un pH égal à 1. Donc vous avez une solution d'acide chlorhydrique d'un pH égal à 1. On ajoute 100 ml d'eau à 50 ml de cette solution. Donc vous avez au départ une solution de 50 ml de pH égal à 1. Et on va la diluer. On va ajouter 100 ml d'eau. Voilà, quelle est la nouvelle valeur de pH. Donc, il suffit de calculer la nouvelle concentration. Vous avez bien sûr la relation de la dilution. C0V0 est égal à C1 fois V1. Bien, C final, V final. Donc, on va déterminer C final qui est égal à C0. Donc, puisque le pH est égal à 1, donc la concentration, c'est 10 à la puissance moins 1. Donc la concentration initiale c'est pH égal à 1, donc concentration c'est 10 moins 1, fois le volume 50 ml c'est 5 10 moins 2, divisé par le volume final c'est 50 plus 100, c'est 150 ml ou bien 0,15 litres. Voilà, donc ceci va nous donner combien? Donc 5 divisé par 0,15, 10 à la puissance moins 3. Et 5, bon, ça c'est 15, 10 moins 2, ça va vous donner 5 sur 15, c'est 1 tiers, 10 moins 1, donc ça me donne 1 sur 30. Donc le pH, c'est moins log de la concentration de l'acide pour un acide fort. Donc c'est moins log de 1 sur 30, donc c'est tout de suite log de 30. Et log de 30, on nous dit c'est égal à 1,48. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Bon, cette question-là, il suffit d'analyser les courbes. Là, on vous dit les courbes 1 et 2 correspondent à deux réactions qui ont été réalisées dans les mêmes réactifs, réalisées avec les mêmes réactifs. Dans une expérience, on a fait varier la température. Dans l'autre expérience, on a fait varier la concentration initiale. CI. Bien sûr, si je fais varier la température, il y a la cinétique, c'est la vitesse qui va changer, la vitesse. Mais l'état final, c'est la même. X final est égal à la même, que ce soit pour T1 et T2. Si je fais varier la concentration, c'est l'état final qui va changer. X final change. Donc tout de suite, je vais attribuer celle-là à la variation de T.
et celle-là à la variation de la concentration, avant de répondre. Donc la courbe B correspond, celle-là correspond à la variation de concentration, non, c'est de la température. La courbe dans la figure B, la courbe 1 correspond à la réaction lente, non, c'est la courbe 1, c'est la réaction rapide, puisqu'on atteint l'équilibre beaucoup plus vite que la courbe 2, donc c'est aussi faux. Dans la courbe B, la courbe 2 correspond à la réaction pour laquelle la concentration des réactifs limitants est la plus grande. Et on a dit celle-là, c'est uniquement la température qu'on a changé. Donc les deux sont fausses parce que ici, on n'a pas joué sur les concentrations, on a joué juste sur la température. Donc là, il faut juste cocher la réponse E. Bien, on attaque donc la question 28. Une question très très intéressante et se pose souvent ce type de question. On prend une solution SA d'un acide HA. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît son pH. pH égale à 3,2. Pour déterminer CA, on dose SA par une concentration SB d'hydroxyde de sodium. Donc là, on connaît juste le pH ici. Et l'hydroxyde de sodium, c'est la base. On connaît CB. CB, je vais noter tout, CB 0,02 mol par litre et on a dosé un volume VA égal à 20 ml. Et l'équivalence est obtenue avec VBE égal à 20 ml aussi. On va commencer la question. Pour la valeur VA, c'est-à-dire 10 ml, l'avancement final, X final, donc là, la solution A, il faut se rappeler tout de suite que c'est une réaction de l'acide avec l'eau. Et ça, là, je ne sais pas étudier combien, N fois CA moins plus H3 au plus. Tout de suite, vous écrivez l'état final, c'est CV moins X final. Et vous avez ici X final. Donc, la constante X finale, la concentration de H3 au plus est égale X final sur le volume. Donc, X final, c'est le volume, c'est-à-dire, on a pris un volume de 20 ml, donc c'est 20, 10, moins 3, multiplié par la H3 au plus, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3,2. Donc ça me donne 20 fois 10 à la puissance moins 6,2. Et vous voyez qu'on vous donne 10 à la puissance moins 6,2, ça vous donne 20 fois 6,31, 10 à la puissance moins 7. Donc vous voyez, ça vous donne... Donc, j'enlève ces zéros, 10 moins 6, 2 fois 1, 2, 2 fois 3, 6, 2 fois 6, 12. Donc, 12,62, 10 moins 6. Et là, on me donne 1, donc c'est 1,2, 10 moins 5. Alors que là, moi, je trouve 1,2, 10 moins 6. Vous voyez, il y a juste un facteur 10. Hein. C'est une mauvaise réponse. La réaction de dosage est caractérisée par un taux d'avancement très inférieur à 1. Question de cours, le taux tend vers 1 pour une réaction de dosage. Quelle est la concentration? CA, bien sûr, là il suffit de faire la relation d'équivalence. Vous avez CA, VA est égal à CB, VBE. Comme VA égale à VBE, donc CA est égal à CB égale à 10 moins 2 mol. Donc c'est pas 10 moins 2, c'est 0,02 et non pas 0,2. S'en va, donc les deux s'en vont. Le taux d'avancement final de la réaction HA avec l'eau est de 3,5. Or, la même chose, le taux, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Le taux d'avancement, c'est X final qui est... X final, c'est la concentration de H3 au plus fois le volume, divisé par la concentration initiale, c'est C fois V, donc sur C, sur CA. Et concentration de 10 H3 au plus, c'est égal à 10 à la puissance moins 3,2 divisé par CA. On a dit combien CA? CA, c'était combien? Donc là, c'est concentration de H3 au plus divisé par C. Donc 10 moins 3,2 divisé par 10 moins 2. Vient de montrer que CA égale à CB. Et 2, 10 moins 2 plus exactement. Donc 1 demi, c'est 0,5. Et 10 moins 3,2 plus 2, ça vous donne 10 moins 1,2. Et on vous donne 0,5, 10 moins 1,2. Dans l'énoncé, c'est 3,15. 10 moins 2, donc ça vous donne taux égal à 3,15%. Donc la bonne réponse est la réponse E. Très bien. On prend les mêmes données de la question précédente. Lors de dosage, quand le volume de la soude versée égale à 10 ml, donc si V égale à 10 ml, VP égale à 10 ml, qui en fait
vous remarquez tout de suite, c'est VBE sur 2. Vous avez le pH égal à 4,8. Et vous savez qu'à la demi-équivalence, le pH est égal à pKa. Donc, je peux déduire tout de suite le pKa. Maintenant, quand on verse 4 ml, c'est quoi le pH? Bon, là, il suffit de se rappeler que quand vous dosez AH plus la base, plus OH-, par exemple, donne A- plus H3, A- plus H2O. Donc là, je démarre avec CaVa. Et avant l'équivalence, ça c'est le réactif limitant. Donc à chaque instant, j'ai CaVa moins CbVb et j'ai ici CbVb jusqu'à l'équivalence. Donc je peux dire tout de suite que le pH ici, c'est le pKa plus log de la base qui est Cb fois Vb sur CaVa moins Cb fois Vb. Voilà. Et je sais que Ca fois Va est égal à Cb fois Vbe. Donc je peux remplacer CaVa par Cb fois Vbe si vous voulez. Sinon vous calculez les concentrations. Bon, vous avez plusieurs méthodes. Bon, je vais remplacer ici donc pKa plus Cb fois Vb plus log. Donc je crée Cb fois Vb sur, je remplace CaVa par la relation d'équivalence. Cb fois Vbe moins Cb fois Vb. Et vous voyez bien que je peux simplifier par Cb, Cb, Cb. Et vous pouvez diviser par en haut et en bas si vous voulez. Donc ça c'est valable quel que soit d'ailleurs le volume. Donc le pH c'est le pKa plus log de Vb divisé par Vbe. Donc je divise en haut et en bas par Vbe. Donc je vais avoir Vb sur Vbe. Ou bien on divise par Vb, c'est plus simple. Voilà, on va diviser par Vb. Donc c'est 1 sur Vbe sur Vb moins 1. Voilà, donc je pose x égale à Vbe sur Vb et vous pouvez déterminer le pH pour n'importe quel volume ajouté. Donc si maintenant Vb égale à 4 ml, Vbe c'était combien? C'était Vbe, on revient ici, Vbe, on a dit c'est combien? Je sais plus, Vbe c'était 20, effectivement c'était 20 millilitres, 20 millilitres, 20 millilitres. Donc je trouve Vbe sur Vb, c'est 20 sur 4, c'est 5, 5 moins 1 sur 4, et ça me donne pKa plus log de 1 quart, donc moins log de 4. Voilà. Donc pKa c'était pKe c'est 4,8, 4,8 moins log de 4 c'est donné dans l'énoncé, log de 4. Log de 4 c'est donné c'est 0,6, donc moins 0,6 et ça vous donne 4,2 et 4,2 c'est la réponse A. Voilà pour, bon il reste encore une question. Là, c'est juste des questions de cours. Choisir la réponse juste. La constante d'équilibre dépend du temps. Non, la constante dépend de la température. La polarité de la molécule d'eau se justifie par le fait que les barycentres des charges positives est confondu. Non, vous avez l'eau, c'est H2O, à oxygène, hydrogène. Vous avez plus, moins 2 delta. Moins 2 plus 1 plus 1. Vous voyez bien le barycentre des charges négatives ici, les barycentres des charges positives, il est quelque part là. Donc ils sont pas. Le centre de gravité des charges positives n'est pas le même que le centre de gravité des charges négatives. L'eau sous une pression, comme ce type de question, si vous avez doute, vous passez à la suivante. L'eau sous une pression de 1 bar, c'est-à-dire 1 atmosphère, à une température de 153, elle est solide. Il suffit de trouver 253. Vous savez que 0 degré C, c'est 273 Kelvin. Donc, 253 au Kelvin, c'est 273. Donc, 253 moins. Donc, 253 moins 273, ça vous fait moins 20. Et moins 20 degrés, bien sûr, l'eau elle est solide. Vous voyez tout de suite la réponse C. Donc, une solution d'acide a toujours un pH inférieur à 7, c'est faux. Ça dépend de la température. Ça, c'est vrai uniquement à 25 degrés C. Il faut faire attention. Le rôle de la pierre dépend. Ça, si vous voulez faire dans les esters. Très bien. Donc, voilà pour le sujet de chimie.
Donc je passe à la physique. On vous dit, un mobile se déplace. Bon, là, c'est un exercice simple de cinématique. Il suffit juste de faire très attention aux signes. On vous dit, voilà l'allure de la variation de la vitesse en fonction du temps. Quelle est la distance parcourue entre 0 et 10 secondes. Voilà 10 secondes. Donc là, il faut partager le mouvement en 3 parties. Entre 0 et 2, quel est le mouvement? Vitesse en fonction du temps, c'est une droite. Donc l'accélération est une constante. Et l'accélération, c'est la pente de cette droite, c'est 2 sur 2. Donc, c'est 6 moins 4, 2 divisé par 2. Donc, c'est... Bon, la physique, c'est déjà préparé. Donc, vous voyez, donc ici, l'accélération est égale à 1. Donc, V est égal à T plus V0. V0 égale à 4. Donc, je détermine X égale à T carré sur 2. Plus 4 fois T plus X0, je prends 0. Donc, pendant 2 secondes, X égale à 10 mètres. Là, c'est la vitesse constante. Donc, X, la distance, c'est delta X. La vitesse est égale à delta X sur delta T. Donc, delta X est égal à X fois T, 24. Et là, la pente est négative, c'est moins 1. Donc, la vitesse, c'est moins T plus la vitesse initiale, c'est 6. Et ça va dans 12 mètres. 12 plus 24 plus 10, ça fait 46. Non, ça fait combien? Bien de fois, vous voyez, on fait des petites erreurs. J'ai fait une erreur de calcul, c'est pas, puisque 46 n'apparaît pas, ici c'est pas 8, c'est 16. Donc on fait 4 au carré, c'est 16, divisé par 2, c'est 8, moins 8 plus 24, ça vous donne bien 16. Donc total, c'est 50. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc là, on lâche un corps solide de centre E le long d'une rampe. Le frottement est négligeable, sans vitesse initiale. Et on vous dit de déterminer notre X, l'abscisse de G. On s'intéresse dans cette question à la partie OM et on vous pose quelques questions. Donc la partie OM, c'est la partie descendante. Donc là, on vous demande quelle est l'expression de l'accélération. Vous voyez bien tout de suite, je peux l'annuler ici par des questions d'unité. On a toujours M gamma et non pas... Bon, il suffit de projeter les forces. Vous voyez bien que la force a pour projection suivant X, mg sinus alpha. Et sur le Y, c'est moins mg cosinus alpha. Donc MAX est égal à mg sinus alpha. Donc l'accélération à X, c'est g sinus alpha et non pas mg sinus alpha. Et vous projetez sur l'axe Y, ça vous donne la réaction est égale à mg cosinus alpha. Et donc là, on vous dit la réaction, voilà, c'est mg sinus. Donc c'est pas mg sinus, c'est mg cosinus. Donc c'est faux aussi. Maintenant X, donc là je connais l'accélération, j'intègre deux fois. Donc la première fois c'est g sinus alpha fois t, la deuxième g sinus alpha sur 2 t carré, g sinus alpha t carré sur 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Toujours les mêmes données, on vous dit que le temps mis pour atteindre le point M. Bon là, il suffit de déterminer l'équation horaire, on vient de la connaître, c'est 1 demi g sinus alpha t carré. Et au point M, x est égal à combien? Est égal à, vous avez sinus alpha est égal à h sur x, donc x est égal à, voilà, sinus alpha est égal à h sur x, x sinus alpha. Donc, est égal à h, voilà, est égal à grand H fois 1 demi g sinus alpha t carré, donc c'est pas grand H, attention ici, c'est grand H, non il y a une erreur ici, je dois la corriger. Donc voilà, je disais, donc là x, je remplaçais x par h sur sinus alpha, il faut faire très attention, sinus alpha c'est h sur x, donc là va devenir sinus carré alpha ici, donc je remplaçais x par h sur sinus alpha, donc je détermine t. Donc t carré sinus carré alpha est égal à 2h sur g, donc t est égal à 1 sur sinus alpha, racine carrée de 2h sur g, donc la réponse c'est la réponse B. Bon, on peut vérifier que les autres sont fausses aussi, donc là pour calculer la vitesse au point M, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point M et le point O, bon ça sort du cadre de cette année, 1 demi mv carré moins 1 demi mv0 carré c0 est égal au travail du point mgh, donc la vitesse au point M c'est 2g fois h et non pas racine carrée de 2g, non pas de j fois h, ni celle-là, ni celle-là. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Bien, maintenant on vous dit, on prend les mêmes données de la question 2 et on s'intéresse dans cette question au mouvement de S le long de la rampe, OMN. Et on vous dit, lorsque G recoupe NX, on a un point P, donc là on va s'intéresser aux chutes paraboliques. On a un point NP,
Donc on sait que la portée horizontale c'est Vn au carré sinus 2 alpha sur G. Donc pour déterminer la portée horizontale, il faut connaître Vn. Pour connaître Vn, là aussi on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le poids N et le poids M. Bon là aussi ça sort du cadre de cette année, mais je vais le faire rapidement. 1 demi mVn au carré moins 1 demi mVm au carré c'est moins mgh. Donc voilà V de N. Donc c'est racine carrée de 2G facteur de H moins petit h. Donc je remplace Vn au carré ici par sa valeur, ça me donne Vn au carré, ça me donne 2G sur G. Donc Vn au carré sur G, ça me donne 2 facteur de H moins H sinus 2 alpha. Donc c'est exactement la réponse A. Donc A est une bonne réponse. Bon, choisir la bonne réponse, là c'est clair, la lumière ne se propage plus vite dans l'eau que dans le vide. Non, la vitesse dans le vide il est plus grande que dans l'eau. La lumière rouge a une fréquence plus grande que non, il a une longueur d'onde plus grande que le bleu, donc par conséquent une fréquence plus petite que le bleu. L'onde lumineuse a une longueur d'onde 1,5 est visible. Non, le domaine visible c'est 0,4 nanomètres, 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres et non pas, donc 400, là c'est 1,5 micro 10-6. Donc ça sort du visible. Dans le système international, la pression c'est newton par mètre, non c'est newton par mètre carré. Et puis vous voyez que c'est la bonne réponse, c'est la réponse E. Fl sur m, F c'est m gamma. Donc vous simplifiez par m, ça vous reste l'accélération fois la longueur. L'accélération c'est longueur divisé par t carré et ça donne L carré sur t carré, c'est bien une vitesse. Bon, voilà un exercice très intéressant sur le circuit RL. Donc là, on vous dit la résistance 8 ohms. Ensuite, vous avez une diode, un interrupteur. Bon, une diode, c'est un interrupteur dans le sens inverse et comme un circuit fermé dans le sens direct. Là, faites attention, on vous donne l'allure de la variation du courant pendant l'établissement du courant et l'énergie pendant l'annulation du courant. Bien. Donc là, à mon avis, la première chose, c'est de noter ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe. Je peux déduire à partir de celle-là le courant régime permanent. À partir de celle-là, je peux déduire l'énergie magnétique maximale et je peux déterminer la constante du temps, taux, mais de l'énergie. Faire très attention. Donc là, l'énergie maximale, c'est 1 demi L I0 au carré. Donc, à partir de première courbe, je détermine I permanent, c'est 1 et l'énergie maximale, c'est 0,4. Donc, je peux déterminer la bobine. L'inductance, c'est 0,8. Donc, les réponses A et B fausses. Pour connaître taux, là, il faut faire très très attention. Donc, l'énergie maximale, c'est 1 demi L I carré, c'est-à-dire L I carré et 0 exponentielle moins 2 lambda fois T ou bien moins T sur si I égale à I0 exponentielle moins lambda t, I carré c'est exponentielle moins 2 lambda t, que je peux noter exponentielle moins t sur taux prime. Taux prime c'est la constante du temps de l'énergie. Là je peux le noter moins t sur moins 2 moins t sur taux sur 2. D'accord? Donc vous voyez que taux prime, donc taux prime c'est 1 sur 2 lambda. Or taux de l'énergie c'est 1 sur lambda. Donc vous voyez bien que taux du courant, c'est 2 fois la constante du temps de l'énergie. C'est ça le point le plus important. Donc la constante du temps, c'est pas 40, c'est 80 millisecondes. Et bien sûr, si vous connaissez la constante du temps, c'est L sur grand R plus R, ça vous donne une petite R égale à 2 ohms. Donc ni C ni D, donc la réponse, c'est la réponse E. Bon, là, on nous dit 4 propositions. Déterminer d'abord E. Là, on va le calculer par le régime permanent. E, c'est grand R plus petit r et permanent, ça vaut donc 10 volts. Donc, j'exclus la réponse A et B. Et je vais calculer D de I sur D de T. Donc, pour calculer D de I sur D de T, il suffit de vous remarquer que c'est moins lambda I0 exponentielle moins lambda T. Et ça vous donne moins lambda fois I0 exponentielle moins lambda T. Non, ce qu'il faut faire ici, c'est normalement la méthode, je n'ai pas détaillé ici, mais c'est ça la bonne réponse normalement. Il faut aller sur la courbe, revenir à la courbe. Alors, je vous explique comment répondre à cette question. Voilà, aller sur la courbe, chercher 60 millisecondes. Voilà, il est là, 60 millisecondes, ça vous fait une énergie de 0,8 millijoules, 0,08. Et 0,08 c'est 1 demi L I carré. Donc vous allez déterminer le courant à cet instant. Voilà, tout simplement.
Et si vous déterminez le courant à cet instant, vous allez le multiplier par lambda, qui est égal à 12,5, et vous allez trouver exactement la valeur qu'on vous donne. Donc la bonne réponse, ça sera, désolé, j'ai pas fait le calcul ici, ça sera la réponse C. Mais je vais vous expliquer comment le principe. Donc le principe il est simple. Pour chercher d de i sur d de t, je vais sur cette courbe là. Ah d'accord, je cherche 60 millisecondes, ça me fait 0,08 joules, qui est égal à 1 demi Li carré. Donc je connais le courant à cet instant. Et si je connais le courant, d de i sur d de t, c'est lambda fois i. Moins lambda fois i. Lambda c'est l'inverse de taux. D'accord? Donc c'est 1 sur 0,08 fois la valeur que vous allez trouver du courant, et vous allez trouver facilement l'expression qu'on vous propose ici dans la question C. Bon, je passe ici. Bon, ça c'est un circuit mécanique, ça sort du cadre. Pour gagner un peu de temps, je laisse ça pour une autre année. Et je passe à la dernière question. Bon là, c'est une question très simple aussi, je vais y répondre tout de suite. Donc voilà, la question, je vais quand même répondre en détail. Donc voilà, pour 60 millisecondes, c'est ici, 60 millisecondes. Vous voyez bien que d de i sur d de t, c'est 0,08, est égal à 1 demi Li carré, ça vous fait i égale à 0,044. Donc d de i sur d de t, c'est moins lambda fois i, ça vous donne moins 12,5, qui est 1 sur 0,08 fois 0,44, et ce sera la réponse C. Bien, je passe, je disais là, tout ce qui est mécanique, et je passe à l'avant-dernière question. On vous dit, on considère l'équation différentielle, celle-là, le Pu se désintègre en uranium, et on vous dit de déterminer l'instant T1, ou dans ce type de questions, je vous conseille de faire un petit schéma. Donc voilà le nombre d'envols initial de Pu, un instant T, une partie s'est désintégrée en uranium, une partie bien sûr c'est la qui reste. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous dit le nombre de noyaux qui restent à l'instant T, c'est 2 fois le nombre de noyaux d'uranium. Donc voilà, je partage N0 en 3, donc je peux déduire tout de suite ici que NPU à l'instant T1, c'est égal à 2 tiers de N0. Voilà, 2 tiers, cette partie c'est 2 tiers de N0. Ça veut dire exponentielle moins lambda T1 égale à 2 tiers. J'applique le logarithme. Donc, logarithme, c'est lambda T1 tout de suite, et ce sera log de 3 sur log de 2. Et lambda, c'est log de 2 divisé par T1 demi, fois T1. Voilà, et ça me donne, j'espère que je ne fais pas d'erreur, parce que je l'ai fait en direct avec vous, je n'ai pas le brouillon devant moi, donc je vais faire T1, donc T1 est égal à T1 demi fois log de 3, attendez, on a lambda fois T1 demi égale à log de 2. Donc je remplace lambda par log de 2 fois log de 2 divisé par T1 demi. Voilà, log de 2 divisé par T1 demi fois T1. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit T1 égale à quoi? Est égal à T1 demi log de 3 log de 3 qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc voilà, j'ai fait juste peut-être une erreur tout à l'heure. Donc lambda fois T1 demi, donc moins lambda fois T1 demi moins lambda fois T1 demi est égal, moins lambda fois T1 est égal à moins log de 2 tiers. Donc, est égal à moins log de 2. Je remplace lambda par T1 divisé par T1 demi. Ensuite, vous avez T1 demi fois log, j'enlève le moins, ça sera log de 3 demi, ça sera T1 fois log de 2. Donc, T1 est égal à T1 demi. Log de 3 demi, c'est log de 3 moins log de 2 divisé par log de 2. Ça me donne T1 demi, log de 3 sur log de 2 moins 1. Est-ce que j'ai cette réponse ici? T1 demi, log de 3 sur, donc c'est la réponse C. Voilà. Mais l'idée, c'était dans ce type de schéma, c'est de faire rapidement. Bien sûr, on peut le faire par plusieurs méthodes. Enfin, voilà une question. La fréquence des radiations monochromatiques qui passe d'un milieu transparent à un milieu dispersif diminue, la fréquence ne change pas. Le temps mis par une onde radio pour parcourir une distance de 300 km est proche d'une milliseconde. Bon, le temps mis, ça veut dire, on peut calculer la vitesse avec ça, c'est 300 km, c'est-à-dire 300 fois 10 puissance 3 mètres, divisé par milliseconde 10 moins 3, ça vous fait 3 10 puissance
3, 6, 7, 8, 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est bien la vitesse de la lumière, donc c'est la bonne réponse. On peut s'assurer les autres qui sont fausses. Un son ne peut pas être diffracté, c'est faux. C'est une onde mécanique qui peut être, une onde sonore qui peut avoir bien sûr la diffraction. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, la célérité du signal augmente. Non, c'est la fréquence qui est constante, donc si la longueur d'onde diminue, la vitesse va diminuer. Et enfin, si une longueur d'onde passe à travers une fente, sa longueur d'onde ne change pas. Donc la bonne réponse, effectivement, c'est la réponse C. Donc voilà, pour cette vidéo-là, c'est assez complète. J'ai essayé de faire, bien sûr, je ne peux pas faire SVT, désolé, je ne connais rien. Donc je vous ai proposé la correction complète d'un sujet complet. C'est la première fois peut-être que vous allez retrouver ça sur YouTube. Donc une correction complète d'un examen de médecine, maths, physique et chimie, et bien sûr avec certaines astuces. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Très bon courage, la commenter, abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce type, Inch'Allah. Bon courage et à bientôt.